connaissez tous les séries des documents diplomatiques français. Il s'agit évidemment donc de publier une sélection d'archives pour différentes périodes. Pierre Renouvin avait commencé pour la période 1870-1914 et il y avait évidemment un contexte historique après la Première Guerre mondiale pour le faire. Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel, ensuite la série 1932-1939 et d'autres séries sont venues compléter pour la Première Guerre mondiale, pour les années 20, la série dirigée par André Caspis sur la Seconde Guerre mondiale, de Georges-Henri Soutou sur la période de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 50, et de Maurice Weiss de 1954, et qui arrive à l'heure actuelle aux documents diplomatiques français des années 70. Il s'agit au fond d'offrir un public le plus large possible, en tout cas de chercheurs, d'étudiants dans le monde entier, puisque ces séries se trouvent dans le monde entier, cette sélection de documents diplomatiques. Alors notre aventure a commencé en 2012 et je remercie Frédéric Dulaurence, qui était alors directeur des archives, de lancer une série tout à fait à part, très circonscrite à une période relativement courte, de fin septembre 1918, date à laquelle est signé le premier armistice, celui qui est signé à Salonique avec la Bulgarie, jusqu'au 10 janvier 1920, date du début de l'application du traité de Versailles. Une série donc intitulée Armistice au pluriel et paix, ça tombe bien, le mot paix au singulier au pluriel, à la même orthographe. Voilà. Cette série, donc tout à fait spéciale, compte et comptera 4 volumes. Le premier volume est déjà publié, de fin septembre 1918 jusqu'au 17 janvier 1919, la veille de l'ouverture de la conférence de la paix à Paris. Le deuxième volume qui va bientôt paraître, donc du 18 janvier, date de début de la conférence, jusqu'à la fin mars 1919. Pourquoi la fin mars? Parce que c'est un peu un tournant institutionnel, puisque se met en place le Conseil des quatre grands, et également peut-être le tournant d'une certaine politique, en particulier du côté britannique, avec le mémorandum de Lloyd George. Troisième volume, donc de la fin mars jusqu'au 28 juin, date de la signature du traité de Versailles, et le dernier du 28 juin jusqu'au 20 janvier 1920. Alors, je voudrais aborder, si vous voulez, 3 points. D'abord, quel document, quel type de document, la nature des documents, leur provenance, les difficultés que nous pouvons avoir, et en même temps, quels sont les acteurs qui sont mis en mouvement, en perspective, grâce à ces documents. Deuxième point, bon, évidemment, la sélection a retenu beaucoup de documents concernant l'Allemagne. Évidemment, l'Allemagne, l'obsession, la hantise française de l'Allemagne. La France, même victorieuse, évidemment, est complètement hantée encore par l'Allemagne. Alors vous me direz... pourquoi ouvrir des volumes sur les documents diplomatiques français pour apprendre que la France est obsédée par l'Allemagne? Vous le saviez déjà. Mais justement, c'est extrêmement important de vivre ça de l'intérieur, hein, le vécu, si vous voulez, de ces agents, de ces diplomates par rapport à l'Allemagne. Mais il n'y a pas que l'Allemagne, et c'est évidemment le troisième point, c'est que ces documents offrent une perspective vraiment mondiale. Hein, des documents qui viennent du monde entier, de tous les continents, d'Europe, bien sûr, et ailleurs qu'en Allemagne, le Moyen-Orient, mais aussi les autres continents, Amérique latine comprise, Extrême-Orient compris. Alors d'abord, les documents et les acteurs. Alors bien sûr, il y a une série qui ne nous a pas été ouverte et qui commence à être ouverte, et c'est les fameux documents de la conférence de la paix, dont nous en parlait hier Séverine Blenner-Michel. Il y a déjà depuis quelque temps plus d'une vingtaine de cartons qui sont disponibles, et bien sûr le travail se fait là-dessus. Mais il y a encore du travail à faire sur cette conférence, et il y a encore beaucoup de documents qui ne sont pas disponibles, et ils le seront au fur et à mesure.
Alors bien sûr, nous avons une crainte, une hantise, c'est qu'une fois que nous avons terminé notre travail sur les 4 volumes, cette série sera complètement ouverte et nous serons obligés, monsieur le directeur, j'espère que je vais vous paniquer un petit peu de ce point de vue-là, nous serons peut-être obligés de publier un volume 1 bis, un volume 2 bis, un volume 3 bis, un volume 4 bis, c'est-à-dire avec tous les documents qui nous ont échappé. Heureusement, nous supposons qu'il y a beaucoup de doublons. Voilà. Heureusement, les sources que nous avons sont extrêmement riches et extrêmement abondantes. Donc un travail qui est colossal, alors fait par toute une équipe. Alors premièrement, et c'est l'idée que nous avions avec Frédéric Dulaurence en 2012-2013, c'était d'adjoindre un historien allemand, qui a un regard allemand sur cette sélection des documents, et c'est Gerd Krummeich donc qui co-dirige avec moi cette équipe composée donc de Vincent Lagnol, qui a fait sa thèse en 2015, qui a soutenu sa thèse en 2015 sur les préparatifs de la conférence de la paix, fin 18, début 1919. Jean-Michel Guilleux, maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste des pacifistes, de l'histoire de la paix, l'histoire des années 20, et Alexandre Sompf, maître de conférence à Strasbourg, spécialiste de la Russie et de l'URSS. Et je remercie vraiment chaleureusement toute cette équipe qui fait un travail tout à fait admirable. Alors, ces documents, essentiellement, bien sûr, la série A, paix, la série aussi des sous-directions régionales, Europe, Amérique, Levant, la série Y internationale, et ce sont des séries extrêmement riches avec des documents très abondants. Bien sûr, les télégrammes qui sont extrêmement précieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le ministère des Affaires étrangères, on peut le voir dans toutes les autres séries des autres documents diplomatiques français, c'est un carrefour. Pour tout ce qui concerne l'action extérieure de la France, c'est bien entendu le ministère des Affaires étrangères qui conduit, sinon la politique extérieure du pays, mais qui, disons, la met en œuvre, mais en relation, bien sûr, avec d'autres ministères. Et alors, la période 1918-1919, on peut dire que c'est encore plus un carrefour que d'habitude. Le nombre de documents qui viennent des autres ministères, des autres services, et qu'il s'agit bien sûr du ministère des Finances dirigé par Klotz à l'époque, du ministère du Commerce et de l'Industrie dirigé par Étienne Clémentel, et bien entendu le ministère de la Guerre dont le poste est détenu par le président du Conseil lui-même, c'est-à-dire Clémenceau. Mais évidemment aussi des papiers venant des états-majors, du haut commandement, du maréchal Foch, etc. Donc ces acteurs, c'est pas seulement des discussions entre diplomates, c'est pas seulement des discussions entre les agents et les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères avec leur ministre Stéphane Pichon, c'est également donc tout ce dialogue avec les autres ministères, les autres services, surtout au moment où il faut essayer d'élaborer les positions françaises concernant l'élaboration des traités de paix. D'où l'importance des papiers d'agents, les papiers de Stéphane Pichon, les papiers de Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres, de Jusserand, ambassadeur de France aux États-Unis, et de Camille Barrère, ambassadeur de France en Italie. C'est vrai que, côté ambassadeur, il y a un vrai triumvirat. Barrère, Cambon, Jusserand, je viens de les citer, ils sont en poste depuis longtemps, ils vont l'être encore pour quelques années, c'est l'époque où les ambassadeurs pouvaient rester une vingtaine d'années, ils voient les ministres passer, j'ai fait allusion hier à la piètre opinion que Cambon avait de son ministre Stéphane Pichon, et il écrivait à Camille Barrère, qui visiblement avait la même opinion. Ils ont tort d'ailleurs, ils ont complètement tort. Stéphane Pichon, c'est pas seulement quelqu'un qui est intelligent et qui est clairvoyant, mais aussi il a, contrairement à ce que Barrère dit,
une véritable volonté et il sait répondre. Donc là, des documents tout à fait passionnants venant de ces hommes. Si on parle du triumvirat, bien sûr, c'est une vision plutôt de la vieille diplomatie. Hein, je veux dire, ils ne sont pas vraiment wilsoniens, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien sûr, leur grande peur, c'est que la sécurité de la France soit sacrifiée à l'idéalisme wilsonien. Mais évidemment, à côté de tous ces papiers, il y a aussi tous les papiers des experts, des historiens, des géographes, il y a été question tout à l'heure, des économistes, et nous sommes frappés aussi de l'importance de l'économie hein, dans toutes ces questions, j'y reviendrai. Hein, voilà. Donc voilà, ministère des Affaires étrangères, du point de vue de ces documents, donc un carrefour qui donne une vision totale, je dirais, de l'élaboration du côté français de la paix et de l'organisation de cette conférence de la paix. Alors, deuxième point, c'est cette constante hantise française de l'Allemagne, hein, ce qui est évidemment tout à fait prévisible. On n'a pas besoin d'ouvrir ses archives pour le savoir, et bon, beaucoup d'historiens ont déjà parlé de ça. Ce qui est intéressant, c'est peut-être la chronologie de cette hantise, la chronologie de ces émotions, la chronologie des peurs françaises et la hiérarchisation des peurs françaises. Les réparations? Ben non, pas tout de suite. Je ne dis pas que la question des réparations ne s'impose pas. Elle s'impose tellement que dès la rédaction des clauses de l'armistice du 11 novembre 1918, le mot intervient, remplaçant le mot compensation, qui était le mot qui était employé quelques jours auparavant. Hein, entre la demande d'armistice de l'Allemagne à Wilson le 4 octobre et, je dirais, jusqu'au 5, 6, 7 novembre, c'est le mot compensation qui l'emportait, et c'est à la dernière minute que le mot réparation, voilà. Mais ce n'est pas encore tout à fait une obsession française. Ça sera bien sûr quelques mois plus tard. La véritable obsession, et ça a été dit, c'est la frontière. La sécurité, donc la frontière. Ce nombre de documents, un océan de documents sur les discussions à partir des géographes, etc., sur la frontière que l'on veut, c'est-à-dire la frontière de 1814, la frontière du premier traité de Paris, hein, pendant le congrès de Vienne, et non pas la frontière du deuxième traité de Paris, de 1815, qui est bien sûr la frontière de 1870, à la veille de la défaite de 70-71. Donc pas retour à la frontière de 15 ou de 70, mais la frontière de 1814, qui ne sera évidemment pas obtenu. Saarlouis, Saarbrück, Landau ne reviendront pas à la France. Mais il y a véritablement cette obsession. Donc, obsession aussi de cette rive gauche du Rhin. Hein, voilà, comment faire en sorte pour que cette rive gauche du Rhin, et je le disais hier, non pas pour l'annexer, mais pour qu'elle ait un statut à part et que cela assure complètement la sécurité française. Voilà. Pour l'Alsace-Lorraine, les choses paraissent réglées, mais également, dès le début, la volonté d'obtenir de Wilson que la restitution de l'Alsace-Lorraine soit faite sans condition, hein, sans plébiscite. Mais ça, c'est obtenu assez rapidement. Les documents montrent aussi une obsession de l'Allemagne, mais aussi de ce qui se passe en Allemagne. Hein. Toutes ces informations au jour le jour, si vous voulez, de la situation en Allemagne. Hein. La situation en Allemagne, la situation révolutionnaire, bien sûr, inquiète beaucoup. Mais ce qui inquiète beaucoup, c'est qu'à la faveur de cette situation révolutionnaire, beaucoup de pressions sont faites sur la France pour que l'on puisse mieux ravitailler l'Allemagne. Si on ne ravitaille pas l'Allemagne, il y aura une famine en Allemagne. S'il y a une famine allemande, cela va favoriser une bolchevisation de l'Allemagne, etc. Et là, l'idée, effectivement, qu'on soit très prudent dans ce ravitaillement de l'Allemagne. Ce qui est important et intéressant, je dirais, c'est comment le lecteur de ces archives, et c'est ça qu'on a essayé de montrer en faisant cette sélection, entre dans l'intimité de la subjectivité française de l'époque, du moins la subjectivité des diplomates et de tous les experts qui s'expriment du point de vue français. La certitude que l'Allemagne ne changera pas, que l'Allemagne est dangereuse. Non seulement la certitude, ça on le connaît depuis Barghetti, et cette peur que l'Allemagne certes est vaincue, mais elle est intacte, hein, pas une vitrine de cassée, hein, alors que la France est certes victorieuse, mais elle est ruinée, elle a tous les territoires du nord et de nord-est complètement dévastés, et donc il y a cette inégalité qu'il faut réparer. Bien sûr, ça on le voit aussi dans les archives. Mais ce que l'on voit aussi, c'est cette vision essentialiste de l'Allemagne qui ne change pas. Et du même coup,
la guerre est une guerre du droit. Nous ne nous battons pas seulement pour avoir une sécurité d'un point de vue réaliste, nous nous battons aussi pour le droit, nous nous sommes battus pour le droit. L'idée que l'Allemagne est responsable de la guerre. Autant je disais que les réparations ne deviennent pas l'obsession immédiate, en revanche, ce qui va sous-tendre ces réparations, ça arrive tout de suite. C'est-à-dire, mais parfois d'une façon implicite. C'est-à-dire, oui, c'est l'Allemagne qui a fait la guerre, c'est l'Allemagne qui a agressé, c'est l'Allemagne qui a violé, la neutralité de la Belgique. C'est donc cette Allemagne éternelle qui ne changera pas. Et c'est pas parce qu'il y a un changement de régime. Il faut que dans les mentalités françaises, y compris des décideurs, l'idée que l'Allemagne est en train de changer, que de passer du Deuxième Reich à l'arrivée de Weimar, ça a une signification, il faudra du temps pour cela. Et là, visiblement, dans les fins de 1918, le premier semestre de 1919, c'est vraiment pas cette idée de l'Allemagne qui change. Et de ce point de vue, ils sont contents d'avoir l'appui des Américains. Si le péché originel pour la France, c'est la déclaration de guerre, si le péché originel pour les Britanniques, c'est la violation de la neutralité de la Belgique, tout ça en 14, le péché originel de Guillaume II, pour les Américains, c'est bien sûr la guerre sous-marine à outrance. Donc de ce point de vue, les Français ont l'accord des Américains, et les Américains sont dans ce même sentiment, à savoir que l'Allemagne est responsable de la guerre d'une part, et que d'autre part, de l'autre côté, c'est le droit qui a prévalu. Alors, vous connaissez le drame, c'est qu'au fond, du côté allemand, ils avaient un peu la même impression. C'est qu'eux aussi, c'est parce qu'ils s'étaient assiégés qu'ils ont dû faire ces offensives par la Belgique, etc. Une Allemagne qui ne se sont pas vaincus, une Allemagne qui pense que la paix qui viendra et sera fondée sur les 14 points, et donc une paix douce et non pas une paix guerre. Donc une Allemagne invaincue qui semble avoir été trahie par ce qui va devenir le diktat. Là, on est tout à fait dans ce malentendu complètement tragique. Alors, troisième point, il n'y a pas que l'Allemagne. C'est une vision européenne et mondiale de la diplomatie française que l'on voit dans ces archives, et nous avons fait en sorte que notre sélection montre bien ce caractère mondial. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, de tout vous dire, mais pour l'Europe, bien sûr, la question de l'Autriche-Hongrie, la question autrichienne. Et pour bien montrer que tout n'est pas figé dans les conceptions françaises, il y a débat sur l'Autriche. Alors, le débat inégal. La plupart, bien sûr, ne veulent pas de l'Anschluss, ne veulent pas du rattachement de l'Allemagne, de l'Autriche à l'Allemagne. Donc, tant pis si c'est pas le droit des nationalités, mais il n'en est pas question. Mais d'autres disent attention. Si l'Autriche ne fait pas partie de l'Allemagne, peut-être que cette Autriche va avoir cette tentation de fédérer les États nouveaux. Et il n'est pas sûr que ces États nouveaux soient solides, et il est très possible que l'Autriche réussisse à fédérer tous ces États nouveaux, et voilà, c'est peut-être pas bon pour la sécurité de la France, qui a justement des alliances, ou qui va avoir des alliances solides avec ces États nouveaux. Et puis, il y a une autre idée à propos de l'Autriche, c'est qu'au fond, dans cette vision de l'Allemagne essentialiste, les visions essentialistes de l'Allemagne du côté des diplomates français, il y a cette idée que l'Allemagne s'est prussianisée, que cette déprussianisation de l'Allemagne va être difficile. Et certains disent, mais après tout, si l'Autriche fait partie de l'Allemagne, elle va peut-être contribuer à cette déprussianisation. Bon, ces positions sont minoritaires, je veux le dire, mais tout ça pour montrer que tout n'est pas figé fin 18 ou début 1919 dans les esprits. Je n'ai pas le temps de vous parler de la Russie, malheureusement. Mais la marée de documents que nous avons sur la Russie est énorme. Je veux dire, on est obligé de retenir Alexandre Sompf, notre collaborateur, qui vont et dit, mais tout est intéressant. Il a raison, tout est intéressant. Alors, parfois, c'est pas dans notre propos, puisque ce sont les affaires russes elles-mêmes, c'est toute la description de la guerre civile russe, et c'est absolument passionnant, mais c'est pas en liaison directe avec la conférence de la paix, et malheureusement, nous sommes obligés d'enlever des documents qui donnent le contexte, justement, de cette conférence de la paix. Et là, on retrouve les travaux anciens d'Arnaud Meyer, qui avaient bien montré que la conférence de la paix, elle se fait à l'ombre de la guerre civile russe, à l'ombre des révolutions russes qui ont eu lieu quelques mois ou quelques années plus tôt, et qu'on ne peut pas évacuer cela. Beaucoup de choses donc, sur l'Europe nordique, sur l'Espagne, sur le Portugal, évidemment sur le Moyen-Orient. Autant la Grande-Bretagne appuie
pendant une grande période de la conférence la France sur les questions allemandes, et il y a plutôt un accord. Autant au contraire, pour le Moyen-Orient, bien sûr, c'est la tension franco-britannique et les tensions entre Georges Picot, le haut-commissaire français pour la Palestine, et le général Allenby. Mais en même temps, donc, ça permet de faire... ça va, je suis dans les temps ? Voilà. Un véritable tour du monde, puisque par rapport à l'Amérique latine, il y a toute la question des pays belligérants, comme le Brésil, la question des États neutres, et nous avons donc des informations complètes sur le monde pendant cette sortie de guerre. Et également de nombreuses... comment dirais-je, des nombreux réseaux, des associations de toutes sortes venant du monde entier qui veulent, comment dirais-je, être représentés à la conférence ou qui veulent donner des idées sur la conférence. Beaucoup d'associations juives sur la question de la Palestine. Voilà. Beaucoup de choses aussi sur l'économie. Et là, la place de l'économie mondiale est tout à fait importante. Et je terminerai en citant peut-être un papier de Louis Aubert, qui était au service d'information français à New York, qui sera pas très écouté, mais qui fait un peu le lien entre cette vision mondiale d'une part et l'obsession allemande de la France. Et il pointe une contradiction fondamentale dont on n'est pas sorti. Il dit au fond, les Américains, ils veulent revenir back to normalcy. Le slogan vient un peu plus tard, mais c'est déjà dans l'idée, de revenir à la normale sur le plan économique. Hein, tous ces plans alliés d'administration économique, il faut s'en débarrasser, les États ne doivent plus intervenir, le plus vite possible, il faut revenir donc à la gestion libérale de l'économie. Et Aubert dit, la France n'y est pas prête. L'Allemagne sera beaucoup plus forte économiquement, donc la France n'est pas prête, et donc si on revient à la normale, alors oui, il faudra une paix de représailles et une paix dure. Et en revanche, au contraire, si les Américains veulent bien continuer cette administration de l'économie mondiale, un début de planification, même si elle est un peu libérale, alors effectivement, à ce prix, on pourra envisager une paix douce. Donc vous voyez cette contradiction, effectivement, les Américains sont revenus à la normale, et les Français donc, étaient d'autant plus attachés à cette paix dure à l'égard de l'Allemagne. Bref, une grande richesse de ces archives. Et justement, notre sélection s'efforce de faire sentir cette richesse archivistique incomparable.